et bienvenue sur la chaîne podcast de la Ligue Braille dans ce nouvel épisode de À voix haute, Canne Blanche, la prolongation de votre magazine Canne Blanche. Alors imaginez, on utilise l'une de vos dents pour créer une prothèse de votre cornée et ainsi vous rendre la vue. On dirait, je sais, une promesse de magicien ou un film, et pourtant c'est possible dans certains cas. Et pour nous l'expliquer, l'un des rares artisans de la discipline en Belgique, le professeur Bernard Duchesne. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau du CHU de Liège. Et avant tout, on va faire les présentations. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qu'on doit savoir de vous ? Alors, je m'appelle Bernard Duchesne, je suis spécialiste en cornée et surface oculaire. J'ai fait ma formation à l'Université de Liège, puis j'ai fait un fellowship, donc une thèse de doctorat et un travail de recherche aux États-Unis, à Miami. Et donc, ça m'a amené à m'occuper spécifiquement au sein du département de tout ce qui concerne la partie antérieure de l'œil, en fait. C'est-à-dire ? La cornée, c'est le hublot transparent devant l'œil, c'est la fenêtre de notre œil. Et si cette cornée est déformée ou si elle est opaque, la lumière ne pénètre plus à l'intérieur de l'œil, la personne ne voit plus. Et donc, toutes les techniques permettant de restaurer une transparence ou une forme normale de la cornée permettent d'améliorer la vision du patient. D'accord. Et vous me disiez aussi que votre domaine, c'était les greffes. Oui, tout à fait. Donc en fait, en matière de greffe, au niveau de l'œil, la cornée est le seul tissu à l'heure actuelle à pouvoir être réellement greffé. C'est quelque chose qui se fait, c'est d'ailleurs le premier tissu à avoir été greffé au niveau du corps humain. En 1905, les premières greffes en fait. Avant le cœur ? Avant le cœur, Okay. bien entendu. 1905, donc c'est bien avant. C'est Zirm, un Autrichien, qui a fait ça à Zurich. Et puis alors, cette technique de greffe de cornée, donc de remplacement de la cornée par un tissu provenant d'une personne décédée, a permis de rendre une excellente vision depuis 1905 à des tas de personnes. Nous avons la chance d'avoir une banque de cornée ici au CHU, on est la plus grosse banque en Belgique, et on est aussi un des grands centres de greffe en Belgique. Et donc ça, c'est vraiment mon domaine de spécialité. D'accord. Alors dans l'introduction, je parlais d'une prothèse à base de dents. Voilà. C'est du gros résumé, mais l'idée c'est quand même ça. Exact, oui, tout à fait. Alors la dent, en fait, elle ne sert que de support au matériau transparent, qui est un matériau plastique, qui lui va transmettre la lumière. Donc en fait, la dent en tant que telle, l'idée est une idée très ancienne, puisqu'en fait c'est une idée qui date de 1950. Dans les années 50, Benedetto Strampelli, un Italien, un Romain, a eu l'idée d'utiliser la dent. Pourquoi ? Quand on met un matériau synthétique dans la cornée, il est expulsé. Toujours, que ce soit de l'or, que ce soit du verre, que ce soit du plastique, le matériau synthétique intégré dans la cornée est rejeté, toujours. D'accord. Et ça, depuis des dizaines d'années, tous les chercheurs dans le domaine de l'ophtalmologie se sont cassés les dents sur cette histoire-là pour voilà. Et donc, Strampelli s'est dit, tiens, le seul exemple du corps humain où il y a un matériau rigide qui sort au travers d'un épithélium, nous sommes constitués d'un épithélium. Toute notre peau, mais également nos muqueuses, c'est un épithélium. La dent, comme l'ongle, sont des structures rigides qui sortent au travers de l'épithélium. Et cet épithélium ne cherche pas à expulser notre dent, sauf si on a une altération du ligament alvéolo-dentaire. Le ligament qui tient notre dent dans l'os est une structure qui empêche l'épithélium, les cellules qui constituent la gencive, d'expulser la dent. Quand vous n'avez plus ce ligament, vous avez ce qu'on appelle le déchaussement. Okay ? Et donc, il s'est dit, puisque la dent et son environnement protègent contre une expulsion, on va utiliser les mêmes propriétés. Et donc, c'est comme ça qu'il en est arrivé à concevoir une prothèse qui est placée au niveau de l'œil avec de la muqueuse buccale, donc avec la même muqueuse que ce qu'il y a dans la bouche en réalité. La joue, l'intérieur de la joue ? L'intérieur de la joue est utilisé pour recouvrir l'ensemble de la surface oculaire. D'accord. Et donc la dent est replacée dans son environnement naturel en définitive. Okay. Et donc cette dent,
en fait, ce ce petit morceau de dent. on y fait un trou. Exact. Donc en réalité, on prélève généralement une dent dite monoradiculaire, qui n'a qu'une seule racine. La plupart du temps, on utilise la canine, soit supérieure, soit inférieure. Pour ça, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. On a le professeur Gillon avec nous, nous avons le docteur Offler, le docteur Moreau. Donc on est toujours au minimum 3 ou 4 chirurgiens pour faire cette procédure chirurgicale compliquée. On prélève le bloc ostéodentaire, c'est un chirurgien maxillofacial qui fait ce prélèvement-là. Et lorsqu'il nous donne le bloc contenant de l'os et de la dent, nous procédons à un taillage, on va retailler ce bloc ostéodentaire pour faire un parallélépipède rectangle, vraiment un petit rectangle, dont les dimensions sont aux alentours de 16 mm dans un axe, environ 7-8 mm dans l'autre axe. Et puis, au sein de la dent, on va procéder à un trou pour placer la partie optique transparente qui permettra alors de revoir. Le tout est posé sur l'œil et on a trépané la cornée pour pouvoir faire passer cette partie optique transparente. Et donc le patient peut revoir alors, au terme de cette intervention. Pas tout de suite, j'imagine. Non. Parce que d'abord, la muqueuse de sa joue est sur son œil. Exact. Et d'autre part, c'est une technique chirurgicale qui nécessite un très long laps de temps. On va procéder en 3 étapes. Oui. On va d'abord préparer l'œil, enlever le cristallin, enlever l'iris, faire ce qu'on appelle une vitrectomie, enlever une partie du gel qui se trouve à l'intérieur de l'œil, et recouvrir l'ensemble par de la muqueuse buccale que l'on a prélevée au niveau de la joue. Puis on va attendre 3 mois que la situation soit stabilisée et on va s'assurer que le patient n'a pas eu de complications au niveau de l'œil. Dans un deuxième temps, on fait le prélèvement du bloc ostéodentaire et on prépare la prothèse que l'on va mettre en nourrice dans une poche en dessous de l'œil que l'on va opérer pour que cette prothèse soit entourée d'un tissu du patient. Okay. Ce tissu permet de suturer. Quand on a un os, on ne sait pas le suturer. Il faut qu'il y ait une sorte de gangue fibreuse tout autour pour pouvoir suturer la prothèse. Une fois qu'on a mis la prothèse en nourrice dans une poche sous-cutanée, cette prothèse va rester 3 mois pour s'entourer de cette gangue fibreuse. Au bout de 3 mois, on extrait la prothèse et on l'implante au niveau oculaire. Donc, quand on commence un programme pour un patient, généralement, ça nécessite pratiquement 9 mois avant qu'il ne puisse récupérer sa vision. Au préalable, et c'est vraiment un point essentiel, je pense que l'on doit préciser dès maintenant, c'est que cette procédure ne s'adresse qu'à des patients totalement aveugles, des 2 yeux. S'ils voient d'un œil, cette procédure n'est pas applicable. Pourquoi ? Parce que, en réalité, c'est une prothèse et une procédure chirurgicale complexe, très lourde pour le patient. Ouais. À partir du moment où il voit d'un œil, ça n'a absolument aucun sens de lui proposer une intervention pour l'autre œil, même si, bien sûr, le bénéfice et le risque... La balance risque-bénéfice, bien entendu. D'autre part, et ça c'est évidemment aussi essentiel, c'est que si l'œil, à l'avant de l'œil est endommagé, que ce soit par une maladie ou que ce soit par un traumatisme, par une brûlure par exemple, il faut bien entendu que les autres structures de l'œil, la rétine, le nerf optique qui envoie l'information vers le cerveau, que tout ça fonctionne normalement. Si le patient a une histoire de glaucome pendant 50 ans, son nerf optique a été endommagé, il est évident qu'on ne pourra pas envisager cette prothèse. D'accord. Donc cette opération très spécifique n'est pas possible chez tout le monde. Certainement. Voilà. Mais du coup, chez qui l'est-elle ? Nous récusons en fait beaucoup plus de patients que nous n'en acceptons. Parce que malheureusement, les situations les plus fréquentes que nous rencontrons dans ce domaine-là, ce sont soit des maladies, par exemple le syndrome de Lyell, qui est en fait une maladie extrêmement agressive qui survient dans les suites d'une prise médicamenteuse. C'est extrêmement rare. On prend certains médicaments et on développe une sorte de brûlure au 3e degré sur l'ensemble du corps et dans les muqueuses. Et malheureusement, la conséquence principale de cette maladie, qui survient chez environ 10-11 Belges par an en Belgique, eh bien, la conséquence principale, c'est que dans 70% des cas,
ces patients ont des atteintes oculaires sévères qui les conduisent malheureusement à une cécité bilatérale. D'accord. Dans cette situation, la kératoprothèse, l'ostéodontokeratoprothèse est vraiment la seule et unique solution que l'on peut leur proposer. L'autre situation fréquente, ce sont les brûlures. Vous avez une projection de chaud, une projection d'acide au niveau des yeux. Les yeux sont complètement brûlés, il y a une vascularisation qui se développe. Les techniques classiques de greffe ne peuvent pas s'appliquer dans ces conditions-là. Et donc, dans ces conditions, l'ostéodontokeratoprothèse ou d'autres types de kératoprothèses peuvent être proposées. Et en Belgique, on est les seuls à faire cette technique-là. Oui. Et dans le monde, en fait, on est plus que 9 centres à faire cette procédure chirurgicale. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. En fait. On est sur de l'orfèvrerie. Oui, quand même. Oui. On est un peu fiers quand même d'être les seuls à faire ça. Et je pense que ça ne se justifie pas d'avoir de multiples centres parce que heureusement, il n'y a pas énormément de patients par an qui doivent bénéficier de ce type de chirurgie. Par ailleurs, et ça c'est un point important, le CHU a ceci de particulier, c'est que dès le départ, ils m'ont soutenu dans cette aventure de l'ostéodontokeratoprothèse en me permettant de faire une chirurgie sans que ça ne soit un poids financier à charge du patient. Et donc, c'est-à-dire, ça coûte évidemment extrêmement cher. Ça coûte cher, mais la procédure chirurgicale n'existe pas dans notre nomenclature belge. D'accord. Il y a des pays dans lesquels cette opération est codifiée, remboursée. Voilà, donc ça veut dire que c'est remboursé. Mais ici, en l'occurrence, elle n'existe pas. Okay, et donc l'INAMI nous demande d'utiliser des codes d'autres interventions chirurgicales pour que, malgré tout, l'hôpital ne perde pas complètement. Et puisqu'on fait une vitrectomie, on tarifie une vitrectomie. Puisqu'on fait une greffe, on tarifie une greffe. Et donc l'hôpital, au final, récupère une partie du montant du coût de l'intervention. Mais si on fait réellement le total du coût réel, on est aux alentours de 32 000 € pour un patient, pour l'ensemble de la procédure, et l'INAMI ne rembourse qu'environ 18 000 – 19 000 €. Donc ça veut dire que le CHU compense pour la différence. Et ça veut dire, alors compense pas vraiment, c'est-à-dire qu'en réalité quand je parle d'un coût réel, ça veut dire qu'on pense au coût des infirmières, des anesthésistes, etc., mais qui sont de toute façon des salariés de l'hôpital, mais ça représente un coût réel malgré tout. Et donc, dès le départ, le CHU m'a demandé d'être raisonnable quant au nombre d'interventions et de me limiter à environ 2 ou 3 patients par an, pas plus. D'autant que pour un patient, ça prend grosso modo au total, quand on additionne toutes les procédures chirurgicales, environ 16 heures de chirurgie. Mais sur 16 heures de chirurgie, on est capable de faire une vingtaine de cataractes, une dizaine de greffes, etc. Et donc, pour la rentabilité d'une salle d'opération et du nombre de patients auxquels on peut donner de l'aide, il est évident que ça bloque quand même l'accès aux salles d'opération. Oui. Vous le disiez, le nombre de patients n'est pas élevé, donc des patients qui peuvent espérer revoir après cette opération. Tout à fait. Vous avez parlé du syndrome de Liège, de l'aïeul, tout à fait, oui. Des brûlures, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a des tas d'autres pathologies infectieuses qui peuvent altérer de façon significative la qualité de la cornée. Et malheureusement, si des vaisseaux poussent dans la cornée, les techniques conventionnelles de greffe de cornée ne sont pas applicables. Et donc, dans ce cas-là, on peut être amené à effectivement... Maintenant, il y a des tas d'autres maladies, mais qui sont des maladies très, je dirais quasiment des maladies orphelines. Et donc, je ne vais pas citer l'ensemble de toutes ces maladies. Mais tout ce qui atteint, en définitive, la cornée de façon irréversible avec une vascularisation peut justifier l'utilisation d'une kératoprothèse. Kératoprothèse, ça veut dire remplacement prothétique de la cornée. D'accord. Alors, question pratico-pratique. Vous m'avez parlé d'une opération des 2 yeux. Oui. Il faut être aveugle. Donc, ça veut dire qu'il faut sacrifier, entre guillemets, 2 dents? Non, parce qu'en fait, et je reviens sur ce que je vous ai dit, je n'ai peut-être pas été suffisamment précis, on n'opère jamais les 2 yeux. Une personne doit être aveugle des 2 yeux, mais on ne va opérer que le meilleur des 2. D'accord. On n'opérera qu'un œil. Et dès le moment où il revoit, il n'est plus aveugle. Et donc on n'opère pas le 2e œil. Même s'il ne voit que d'un œil. Oui, tout à fait. Ouais. Autre question pratico-pratique.
quel est le résultat? Est-ce que ça se voit? Oui, malheureusement, esthétiquement, et c'est quelque chose qui est très difficile à faire concevoir au patient qui lui-même est aveugle et qu'il n'a donc pas la possibilité de visualiser par des vidéos ou des photos que je pourrais lui montrer. Et donc, je suis obligé de discuter avec la famille, par exemple, pour leur montrer justement le résultat esthétique et plutôt le résultat inesthétique. Car malheureusement, la muqueuse buccale ne ressemble pas à la surface oculaire. La prothèse ressemble à un petit confetti comme ça central d'environ 3 mm et demi qui est tout noir. Donc l'aspect de l'œil n'est pas beau. Mais de manière générale, il y a possibilité d'adapter des verres scléraux qui sont des verres comme des verres de contact, mais qui comportent un iris artificiel et qui permettent de compenser l'aspect inesthétique. Maintenant, sur l'ensemble des patients que nous avons opérés ici au CHU, il n'y a qu'un seul patient qui porte un verre scléral esthétique. Les autres n'en ont absolument rien à faire, parce qu'en fait, ce qui leur importe, c'est de revoir. C'est de voir, évidemment. C'est tout. Ok. Et donc, j'ai encore une question pratico-pratique. Si on a de mauvaises dents, ça arrive. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un problème. Ça fait partie malheureusement des patients que nous sommes obligés de récuser. C'est que si nous n'avons pas de dents monoradiculaires, c'est vraiment très très compliqué. Ou si les patients ont une hygiène dentaire très déficiente, on sait que les risques infectieux alors peuvent être beaucoup plus grands et donc on est parfois amené à récuser certains patients pour cette raison justement. D'accord. Et on ne peut pas aller chercher ailleurs. Alors, il existe ou chez une technique chez quelqu'un d'autre, malheureusement, c'est un matériel extrêmement antigénique et donc il y a des phénomènes de rejet généralement assez importants. Certaines équipes, et en particulier l'équipe de Barcelone, utilisent depuis très très longtemps, à l'instigation de M. Temprano, le tibia, la partie antérieure de la crête tibiale, qui est un os extrêmement solide également. Mon expérience dans le domaine n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'en fait, l'ostéokératoprothèse, puisque là on ne parle plus d'ostéo-odonto-kératoprothèse, puisqu'il n'y a pas de dents, donne de très nettement moins bons résultats. Et donc nous avons décidé ici au sein de l'équipe d'arrêter d'utiliser l'os tibial parce que les résultats, les complications sont beaucoup plus importantes. D'accord. Vous me disiez, ça fait maintenant 20 ans que vous pratiquez cette opération ici exclusivement pour la Belgique. Tout à fait. Est-ce que vous savez combien de patients vous avez chaque année et avec quels résultats? Oui, donc grosso modo, chaque année, on opère environ 2 à 3 patients par an. Il y a eu une longue période d'interruption qui est due malheureusement à une réglementation européenne qui a mis un coup d'arrêt à la fabrication des implants eux-mêmes, de l'implant optique. Et donc pendant plusieurs années, je n'ai plus été en mesure de faire cette opération, ni moi, ni les autres. C'est-à-dire qu'en fait, cette procédure chirurgicale a été mise à l'arrêt, tout simplement parce qu'il y a eu, au niveau européen, une réglementation qui a imposé de réintroduire tous les dossiers de marquage CE pour tous les implants. Et ça a donné vraiment d'énormes complications aux firmes fabriquant ce type d'implant. Et donc, un certain nombre d'implants ont été abandonnés, ni plus ni moins. Et celui-là, on faisait partie parce que, comme c'est un marché de niche, on fait tellement peu de patients au niveau mondial, s'il y a, je sais pas moi, 1500 personnes qui ont été opérées avec cette opération-là, c'est énorme. À l'échelle mondiale, c'est ridicule. Et donc, pour une firme qui fabrique, si le coût de fabrication est très élevé, il ne peut pas le répercuter décemment ni sur le patient, ni sur le système de sécurité sociale. Et donc, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, on fonctionne sur une base individuelle, c'est-à-dire que c'est un implant qui est fabriqué pour monsieur un tel et pas pour quelqu'un d'autre. Et sur cette base-là, nous avons pu trouver une solution et recommencer ces opérations. Grosso modo, je pense qu'on est à 22 personnes qui ont été opérées ici à Liège. Les premiers ont été opérés à Rome. J'ai été avec mes patients pour apprendre la technique chirurgicale à Rome et j'allais avec mes patients. Et puis alors, à partir du moment où Monsieur Falcinelli, qui est mon mentor, je vais dire, dans ce domaine-là, mon prof malheureusement décédé, mais il a opéré, tenez-vous bien, jusque l'âge de 92 ans. Oh waouh!
À Rome, il opérait encore à l'âge de 92 ans. Et puis alors, il a décidé d'arrêter. Et puis, il est mort quelques années plus tard. Mais donc, c'est vraiment un passionné de la première heure. C'est l'élève même de Strampelli, mais qui a modifié et qui a apporté des modifications extrêmement importantes qui ont apporté les lettres de noblesse à cette technique qui, dans les années 50, était considérée comme une ineptie. Je veux dire, dans les années 50, on considérait que Strampelli comme étant le fou du village. Et puis, Falcinelli a eu l'intelligence, même s'il ne parlait pas l'anglais, de faire appel à des spécialistes anglophones pour analyser de façon indépendante ces résultats. Et ces anglophones ont pu publier ces résultats dans des grandes revues américaines, anglaises, et donc donner du crédit à une technique chirurgicale qui jusque-là était confinée à l'Italie en définitive. Et personne d'autre n'osait se lancer là-dedans. Et vraiment, c'est le mérite d'un médecin anglais, Christopher Liu, d'avoir fait cette démarche et de démontrer que cette technique était réellement intéressante. Et Christopher Liu fait partie des 8 ou 9 personnes qui aujourd'hui font encore ça. Ce qui rappelle du coup l'importance de la collaboration entre les différents hôpitaux. Ça, c'est clair. Et entre les différentes tout à fait. Essentiel. Essentiel, en particulier dans des techniques d'exception comme celle-là. L'expérience de chacun est vraiment intéressante, confronter nos difficultés, car malheureusement, il y a des complications. Mais quand vous posiez la question tout à l'heure, que peut-on espérer ? Ni plus ni moins qu'une acuité visuelle de 10 sur 10. Donc les patients peuvent récupérer une excellente acuité visuelle. Ils ont par contre une amplitude de champ visuel plus restreinte. La cornée fait 12 mm. Et nous, on parle d'une optique qui fait 3,5-4 mm. Donc forcément, la zone dédiée à la vision est beaucoup plus restreinte. Donc l'amplitude du champ visuel, qui chez un être humain est de l'ordre de 120 degrés, va être restreinte aux alentours de 50-60 degrés. Et cette amplitude, cette vision retrouvée, c'était le cas pour tous les patients que vous avez opérés ? Non, malheureusement non, parce que dans certains cas, par exemple, il y a des complications qui surviennent très précocement. Je me souviens d'un patient qui a récupéré 10 sur 10, et puis qui malheureusement, sur 3 mois de temps, a perdu la vision sur un glaucome, c'est-à-dire un excès de pression qui a détruit son nerf optique. Donc c'est malheureusement des expériences que nous avons vécues, et avec énormément de difficultés, en particulier évidemment pour le patient, parce qu'il a eu cet espoir de revoir, et puis cet espoir déçu par la suite. Et c'est par exemple, un problème auquel nous sommes confrontés, c'est de bien faire comprendre que malheureusement, étant donné le taux de complication dans ce type de chirurgie, c'est une expérience que les patients doivent avoir intégrée au préalable. Ils doivent comprendre que peut-être ils vont revoir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis reperdre. Ça peut arriver, malheureusement. Et donc tout ça, ce sont des discussions qui sont très longues au préalable avec les patients. Il y a un point extrêmement important, et c'est quelque chose qui va peut-être choquer vos auditeurs, c'est que je refuse maintenant de faire des opérations si les patients ne peuvent pas assumer un suivi post-opératoire chez moi. Si par exemple un patient vient je sais pas moi, du Sénégal avec une cécité complète et me dit je viens me faire opérer, je veux bien rester pendant 9 mois, mais après je retourne et je ne reviendrai plus, je n'opère pas, parce que je sais que malheureusement s'il y a des complications, personne au Sénégal ne sera en mesure de les gérer. Alors faire un travail, si c'est pour qu'il soit ruiné par une complication infectieuse ou un phénomène qui n'aurait pas été dépisté suffisamment tôt, je prends le Sénégal, mais ça aurait pu très bien être l'Autriche. Je veux dire, bien qu'en Autriche, heureusement, il y a un centre qui le fait également. Donc, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, en Inde, tous ces centres-là ont des spécialistes comme notre équipe ici. D'accord. Waouh. Moi, je me demande, personnellement, moi, ce qui me turlupine, c'est comment la personne qui est à l'origine de ce projet... Ah, c'est ça qui est tout à fait... D'où elle vient l'idée ? Ah, ça, c'est hallucinant. Hallucinant, et c'est ça, évidemment, le génie. On
on a coutume de dire qu'en réalité, les pionniers sont les médecins qui ont initié cela. Je pense que les vrais pionniers, ce sont les premiers patients qui ont accepté de subir une telle chirurgie. Parce qu'en réalité, il faut être dans un état de confiance absolu à l'égard du médecin qui propose une telle technique. Et dans les tout débuts, M. Strampelli a évidemment eu des complications. Et pour vous donner un exemple, il a utilisé la matrice unguéale, qui est la structure qui génère notre ongle. Okay, la matrice unguéale, c'est la même chose que la dent. Elle traverse la peau, donc elle n'est pas expulsée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Eh bien, Strampelli a fait des essais de fabriquer une prothèse oculaire au départ de la matrice unguéale, se disant c'est quand même plus facile d'accès ici au niveau d'un doigt que d'aller prélever un bloc ostéodentaire. Ça a été un échec total. Mais qui dit échec dit qu'il y a des patients qui ont subi cet échec. Alors certes, ils étaient aveugles et donc ils n'ont pas perdu en tant que tel, mais ils ont quand même subi une chirurgie, plusieurs chirurgies parfois. Et donc les réels pionniers, c'était eux évidemment. Ok. Wow. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter pour qu'on comprenne bien je pense toute la complexité de l'opération, je pense qu'on a compris. On mettra évidemment des photos dans le magazine, des vidéos sur la chaîne YouTube. C'est important pour bien cerner tout à fait. le je pense que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que cette technique chirurgicale, quand on dit qu'on fait revoir des patients, et il est évident que ça a été le cas pour de nombreux patients, il y a un taux de complication et donc il ne faut pas se lancer dans ce type de procédure envers et contre tout pour tous les patients. Il faut que la sélection soit faite de façon extrêmement précise et donc il ne faut pas que les patients qui ont des pathologies oculaires autres que des pathologies de la cornée se disent oh, tiens, peut-être ce médecin-là va trouver une solution pour moi. C'est vraiment exclusivement réservé à des cécités d'origine cornéenne. En fait. C'est vraiment ça. Mais on peut... Parce que tout ça commence dans les années 50, voire même avant. Là, on est en 2026. Tout à fait. Ça avance vite, ça bouge beaucoup. Ça avance très très vite. Et pour autant, dans le domaine de la kératoprothèse, on reste actuellement sur des concepts qui datent des années 50 et des années 70 pour la kératoprothèse de Boston. Rien depuis lors n'a été fait de plus efficace. Et ce qui m'a conduit à me tourner vers l'ostéodonto-kératoprothèse, c'est précisément mon travail de recherche aux États-Unis. Je suis parti pour mettre au point une kératoprothèse. J'ai mis au point une kératoprothèse qui a bien fonctionné chez le modèle animal. Et puis dès qu'on est passé chez l'être humain, ça a été une catastrophe. Et donc je me suis retrouvé avec un échec personnel. J'avais mis au point une prothèse, j'y croyais, j'étais convaincu d'avoir trouvé une solution efficace et utile et pas chère. Et puis, échec chez l'être humain, 3 patients qui revoient, puis qui perdent leur vue. Donc, avec les déceptions dont on parlait plus tôt. Et puis, je me suis dit, alors, moi, je dois apprendre la technique chirurgicale qui fonctionne. Puisque la mienne ne fonctionne pas, je vais me tourner vers Rome. Donc, j'ai téléphoné au prof romain en lui demandant s'il acceptait de me former. Et il a accepté tout de suite. Et donc, c'est comme ça que l'histoire s'est mise en route. Waouh. Voilà. Un tout grand merci en tout cas, professeur Duchesne, pour avec plaisir. Toutes ces réponses éclairantes, inspirantes aussi. Merci beaucoup. Je voulais rappeler que la Ligue Braille soutient évidemment la recherche en ophtalmologie et notamment les travaux du FRO. Et que si vous voulez des informations sur le sujet, elles sont évidemment sur notre site braille.be. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.